Avez-vous déjà vécu la guerre? Je ne le souhaite bien sûr à personne, mais je peux pas ignorer la possibilité de la chose. Peut-être êtes-vous soldat, et si c'est le cas je suis navré, mais c'est pas de votre expérience qu'on va parler aujourd'hui. On y viendra, hein, il y a d'excellents jeux sur le sujet, mais aujourd'hui on va parler de la guerre telle que la majorité du public de cette vidéo la vivrait. En tant que civil, non concerné par ces enjeux les plus larges, mais victime néanmoins. Et on va parler de ça à travers le jeu de cet épisode. This War of Mine, un jeu indépendant, sorti pour la première fois en 2014 sur PC et développé par 11-Bit Studio. Mais avant de vous parler du jeu, je suis obligé de le contextualiser et de caler un petit segment Histoire du XXe siècle. C'est la première fois que je fais ça et je suis pas historien, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je me plante une ou deux fois. Mais faites ça gentiment, s'il vous plaît, j'ai pas envie de passer une soirée à pleurer tout habillé sous la douche. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est du siège de Sarajevo. Le siège le plus long de l'histoire et le plus violent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est à ce moment-là qu'il faut remonter, si on veut comprendre pourquoi il a eu lieu. Depuis 1945, la Yougoslavie était une union supposément harmonieuse de 7 pays maintenant indépendants. La Croatie, la Slovénie, la Macédoine, le Monténégro, le Kosovo et, nos deux principaux acteurs, la Bosnie et la Serbie. Après plusieurs décennies de paix relative, en 1990, la chute de l'URSS et la mort de Tito, leader communiste du pays, provoquent des fragilités économiques et permettent à un gouvernement nationaliste pro-serbe d'arriver au pouvoir. Donc bon, pour l'instant c'est pas trop compliqué, c'est classique, on connaît. En réaction à la domination serbe, la Croatie et la Slovénie déclarent leur indépendance en 1991, provoquant la colère du gouvernement yougoslave et le déclenchement de la première guerre européenne depuis 1939-1945. Voyant la tendance que prend le cours des événements, la Bosnie tente d'entreprendre la même manœuvre que ses voisins, sur référendum. Ce qu'il faut savoir sur la Bosnie de cette époque, c'est que même au sein de la Yougoslavie, elle était particulièrement diverse, accueillant à la fois des musulmans bosniaques, des Serbes et des Croates. Donc forcément, l'indépendance est séduisante pour un peuple si varié, et le référendum semble favoriser la déclaration d'indépendance qui a lieu en 1992. Mais tout ça, c'était sans compter les nationalistes serbo-bosniens qui ont boycotté le référendum, ainsi que le gouvernement yougoslave pro-serbe, qui n'est pas ravi de perdre un troisième pays, et qui aimerait faire de la Bosnie une province serbe. En avril de la même année, donc, l'armée yougoslave encercle la capitale bosniaque, Sarajevo, et entame un siège qui durera 4 ans, jusqu'en 1996. Les tentatives de négociation avec la Yougoslavie se solderont par un échec, mais pas pour la raison auquel vous pensez. En effet, le président serbe, Radovan Karadzic, crée la Republika Srpska, j'espère que j'ai bien prononcé, République serbe, déclarant également son indépendance de la Yougoslavie et c'est cette armée qui terminera le siège. Durant ces 4 ans, les civils de Sarajevo vivront un véritable calvaire. Coincés entre les bombes et les snipers de l'armée serbe, l'armée des rebelles bosniaques qui n'était pas toute blanche non plus, et l'incapacité de l'ONU à modérer la situation, ils vivront au jour le jour sans eau courante, chauffage, nourriture ou médicaments. À la fin du siège, le nombre de morts aura atteint un total de 11 541, dont 5 000 civils. Certains par les bombes ou les tirs de sniper, mais beaucoup de faim, de froid, de maladie ou de désespoir. Držite pod vatrom predsjedništvo i skupštinu i tucite polako u intervalima dok ja ne naredim da se prekine. Razumem. Poleti će tuci i popali će tuci, samo nema srpskoga življa mnogo. Da. Idi na artiljerijsko smatranje da ne mogu da spavaju da razlučimo pamet njihovu. Maintenant que j'ai raconté tout ça, vous vous posez peut-être une question. Un jeu sur une telle horreur? Cette question éthique est légitime, hein. Après tout, si tous les game designers et théoriciens des jeux s'accordent sur un point, c'est qu'un jeu ça doit être fun, amusant. Sinon, c'est un mauvais jeu. Et il n'y a rien de fun ou d'amusant dans le siège de Sarajevo. Je vais vous demander de garder cette question en tête jusqu'à la fin de la vidéo. On va en reparler, mais d'abord, il faut enfin que j'aborde le jeu. This War of Mine est un jeu de guerre, mais pas comme vous l'entendez. Traduisible en moche mais littéral par cette guerre qui est mienne, le jeu prend le point de vue des civils. Il se déroule dans la ville de Pogoren, une ville assiégée par l'armée grasnienne, alors que le peuple visénien fait tout pour survivre au sein de ses murs. Le joueur doit gérer la survie des plusieurs survivants, générés au hasard, et de les faire tenir jusqu'à la fin du siège. Le moment de cette fin est aléatoire, empêchant le joueur de correctement planifier ses survies, et le plongeant dans l'état d'esprit des civils, ne voyant aucune porte de sortie à leur calvaire. Le jeu se déroule en 2 parties, le jour et la nuit. 2 jours, le joueur doit maintenir le bon état de ses survivants et de son refuge, et parfois recevoir des visites de ses voisins.
Parfois des marchands, parfois des civils demandant de l'aide et parfois des bandits. La plupart des tâches sont longues et pénibles, et le joueur passera de longues secondes à simplement regarder son écran en attendant la fin de la tâche s'il n'optimise pas à merveille son temps. Le deuxième segment du jeu, lui, se passe la nuit. Le joueur est invité à sélectionner qui montera la garde, qui dormira et qui ira fouiller les bâtiments alentours, lorsque les snipers et les tirs de mortier se font plus rares. Bien sûr, ceux qui ne dorment pas seront épuisés le lendemain et devront dormir le jour. Dans cette partie du jeu, le joueur contrôle le personnage fouilleur, qui devra s'infiltrer dans des zones de plus en plus dangereuses dans l'espoir de trouver de la nourriture, des médicaments, des armes ou des matériaux de construction. Et tout faire pour rentrer avant le lever du jour, tout en espérant que le refuge ne soit pas fait piller en son absence. Et s'il meurt, bien sûr, ni lui, ni son précieux équipement ne reviendront. Vous aurez remarqué aux images d'illustration qui passent devant vos yeux depuis le début de mon explication, que tous ces événements sont représentés par des graphismes en 2,5D et une direction artistique au fusain, très jolie à mon humble avis, mais surtout très pertinente, comme si un artiste avait gribouillé le jeu avec les moyens du bord, un morceau de charbon par exemple. En parlant de gribouillage d'ailleurs, et comme si l'attention n'était pas suffisante, plusieurs DLC, contenu téléchargeable, pour ceux qui ne sauraient pas, sont sortis pour le jeu, dont The Little Ones, les petits, qui inclut des enfants au jeu. Des enfants. Oui, des enfants. Des enfants qui sont soumis aux mêmes conditions que les adultes et qui sont bel et bien mortels. Avant que vous n'hurliez au scandale, j'aimerais souligner que parmi les 5000 civils morts de Sarajevo, environ 1500 d'entre eux étaient des enfants. Ah bah oui, hein. On est réaliste ou on ne l'est pas. Parlons maintenant un peu de l'effet qu'un tel gameplay peut avoir sur le joueur. Comme je vous l'ai fait remarquer, le hasard joue un rôle très important dans le jeu. Quand est-ce que la guerre se terminera? Quand est-ce qu'un marchand sonnera à notre porte? Serons-nous cambriolés ce soir? Et même, qui sommes-nous? Les personnages sont-ils sportifs, fumeurs, endurants, pessimistes ou optimistes? D'être laissé aux griffes de la chance et du hasard crée une expérience parfois frustrante. Ok, donc là normalement si je monte à l'échelle, il pourra pas me voir et je pourrais le tirer d'en haut. Donc je vais l'attendre, ça va très bien se passer. Là je le vois arriver, allez, là je tire. Non, je tire. Non, ah, non, je voulais pas descendre. Aïe, non, allez, attaque-le, j'y crois. Allez, je suis chaud, allez, tu peux encore survivre. Vas-y, attaque la K-47, let's go. Oh. Mais indéniablement réaliste, puisque à l'image des civils en temps de guerre, le joueur n'a qu'un contrôle limité sur les événements qui l'entourent. Et le peu de contrôle qu'il a, il va devoir le perfectionner. Apprendre à correctement gérer ses ressources, son temps, la santé de ses personnages, son énergie et ses choix. Parce que croyez-moi, si vous jouez à ce jeu, vous allez mourir à votre première partie. Même un expert des jeux de survie succombera à la chance à un moment ou à un autre. Et vous allez devoir recommencer le jeu depuis son commencement, sans sauvegarde ni point de repère et avec de nouveaux personnages. Car oui, si vos personnages meurent, leur histoire se termine là, à la manière des 5000 victimes de Sarajevo. Si vous réussissez à terminer le jeu plus tard, ce sera avec d'autres survivants et d'autres histoires. Et pour terminer sur ce point, j'ajouterai que This War of Mine n'est pas un roguelite. Point lexique. Un roguelite est un type de jeu conçu pour être très difficile et perpétuellement recommencer depuis son commencement. Cependant, il est donné au joueur la possibilité d'améliorer son personnage entre chaque tentative, ou run, pour lui faciliter la tâche et le laisser espérer atteindre la fin du jeu. Certains exemples populaires du genre incluent Darkest Dungeon, The Binding of Isaac ou le tout récent Hades. This War of Mine, donc, n'est pas un roguelite. Lorsque vous recommencez le jeu, vous n'emportez avec vous que vos propres compétences en tant que joueur et l'espoir que la chance soit enfin de votre côté. Et ce savant mélange de chance et de contrôle poussera non seulement le joueur à se mettre dans la peau des civils de Sarajevo, mais également à remettre en question sa propre moralité. Pas à travers de choix in your face évidents et binaires, mais simplement à travers le plus simple des gameplays. Cette femme, qui risque manifestement de se faire violer. Est-ce que je la sauve? J'ai envie de le faire, hein. Mais si je meurs, je perds tout l'équipement que j'ai sur moi, et à la maison, j'ai un blessé et un malade qui m'attendent. Bon, je vous rassure, j'ai tenté le coup. Et disons que mes amis n'ont jamais eu leurs médicaments. Et à la run suivante, j'ai réessayé, j'ai réussi, et à la différence d'un jeu normal où réussite égale récompense, je n'ai rien gagné d'autre qu'un boost de morale de mes personnages et de moi d'avoir fait quelque chose que je considérais comme étant bien. Mais tout comme dans la réalité, si vous choisissez de faire le bien, sachez bien que ce n'est que pour faire le bien, et n'attendez aucune récompense, parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent. Enfin bon, certes, j'ai récupéré la K-47 du soldat que j'ai tué, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Pour achever de vous convaincre du réalisme de l'expérience du joueur par rapport à l'expérience visée, sachez que les développeurs d'11-bit Studio ont basé les événements qui dynamisent le jeu sur des témoignages de survivants du siège, qu'ils sont eux-mêmes allés chercher. Bon, je suis bien conscient que mon discours sur le jeu a jusqu'à maintenant été particulièrement positif, mais je n'irai pas jusqu'à vous dire qu'il est parfait. Et pour vous expliquer ce que j'entends par là, je vais vous demander de vous remémorer ma question de début de vidéo. Peut-on et devrait-on
faire un jeu sur des événements aussi graves et rendre fun ce qui ne l'est pas. Durant le siège de Sarajevo, à la différence de ce qui est dépeint dans le jeu, tous les civils ne sont pas restés enfermés dans la maison toute la journée, ne sortant que la nuit pour récupérer des matériaux basiques de survie. D'après divers témoignages, et notamment le livre Sympathie pour le diable de Paul Marchand, les civils sortaient malgré les bombes et les snipers. Les cafés, les marchés et les boîtes de nuit restaient ouverts. Les gens chantaient, les gens dansaient, les gens s'aimaient et festoyaient au milieu des ruines. En décembre 1994, le groupe de métal Iron Maiden fait usage du couloir de ravitaillement humanitaire installé par l'ONU pour rentrer dans la ville et y faire un concert. This is a concert that nobody ever believed would ever happen. I went out there and I was just like, how can I ever be as big as their lives need me to be? Bien sûr, cette défiance contre le désespoir n'était pas sans conséquences. Le marché de la place de Marcal fut le théâtre de 2 massacres le 5 février 1994 et le 28 août 1995. 2 massacres, ça veut dire que les gens y sont retournés. Mais justement, c'est là tout mon propos. Des civils risquaient leur vie tous les jours, pour aller au marché, boire des coups avec des potes, danser, etc. Et vous me diriez qu'on peut pas faire un jeu sur la période parce que c'est trop triste ? Mais bordel, mais faites-en 15 des jeux sur la période. Je dirais que non seulement on peut en faire, mais qu'en plus, on doit en faire, en parler, la faire vivre cette période. Parce que les civils de Sarajevo, ils nous ont pas attendus, ils l'ont fait vivre pendant qu'elle avait lieu. Et donc, pour conclure, on peut en revenir au jeu. This War of Mine, je l'ai démontré pendant toute la vidéo, est un excellent jeu de survie. Mais ultimement, c'est son genre qui lui fait défaut. Jeu de survie. Parce que c'était là tout l'enjeu de Sarajevo. Les soldats se battaient pour préserver un territoire et une nation, très bien. Mais les civils se battaient non seulement pour survivre, mais bel et bien pour continuer à vivre.